Bonsoir, bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée qui est dédiée au métier du juridique et du droit dans le transport. J'ai réuni... Alors, on s'est dit qu'il y aurait peut-être dans la salle des gens qui envisagent de faire plus tard des études de droit, ce qui est une très bonne chose, et on les encourage. Et l'idée, c'est de leur dire, le droit, c'est formidable, mais à l'intérieur du domaine du droit, il y a des droits particuliers. Il y a le droit maritime, il y a le droit des transports. Et l'idée, c'est de vous donner un aperçu de la richesse de cette matière et des débouchés concrets en termes de métier, en termes de fonction, en termes de carrière, de responsabilité, d'activité, relatifs à ce droit-là dans notre univers maritime, portuaire et du transport. Donc on est là pour ouvrir des portes, donner envie et peut-être susciter des vocations. La plupart des gens que nous avons réunis sont également des exposants, donc ils vont se présenter les uns après les autres. Enfin, je vais commencer par vous les présenter, et puis ils compléteront cette présentation. Et ça veut dire que si vous avez envie d'approfondir les débats, avoir des questions-réponses, vous intéresser aux carrières, aux formations, eh bien, vous pourrez aller les voir sur les stands. Je vais commencer par Stéphanie Hoguel. Alors, Stéphanie Hoguel, c'est le stand numéro 32, est responsable formation et développement des compétences du groupe Qualitaire SI. J'accueille Sandra Barrette, qui est responsable du service litige et assurance de Bolloré Logistique Ouest, qui est un des grands stands que vous ne pouvez pas rater. C'est le stand numéro 34. J'accueille ensuite Laura Pontillon. Laura Pontillon est responsable production, contrat assurance, Guillan Howden Marine France. C'est le stand numéro 41 qui est aussitôt sur votre gauche quand vous sortez de la salle. N'hésitez pas à passer les voir. Mais j'invite aussi, à le moment venu, pas tout de suite, à aller voir le stand numéro 30, qui est le stand de Helvetia, avec son représentant, Benjamin Rialan, qui est responsable du pôle recours de Helvetia Assurance. J'accueille également Benoît Grolot. Benoît Grolot, qui est expert maritime. Il nous expliquera en quoi cela consiste. J'accueille également un de ses confrères, Thierry Kafriden, qui est expert maritime, KLH, au Havre, expert indépendant. Et puis, parfois, comme nous le verrons, le transport, ça peut se terminer, mais comme d'autres matières, ça peut se terminer en procès. Et quand il y a un procès, quand il y a une procédure, on est très heureux de faire appel à des avocats. Nous en avons deux sur le plateau. Et non des moindres. Nous accueillons Pascal Huchet, maître Huchet, qui est avocat au barreau du Havre, cabinet HD avocat, et qui est un avocat avec une certaine spécialisation, voire connotation maritime et transport. Il est ce qu'on appelle dans notre jargon un maritimiste. Mais il nous en dira plus. Et puis, nous accueillons avec beaucoup de plaisir également Franck Dolphus, qui lui est avocat au barreau de Paris. Bon, on lui en veut pas trop. Il a fréquenté le Havre professionnellement, il est très œuvré de cœur. Et puis, non seulement il est avocat au barreau de Paris dans le cadre du cabinet Asterias Avocat, mais il est également l'inventeur, le concepteur d'un organisme de formation continue assez particulier, puisqu'il s'adresse aux professionnels, et pas forcément aux professionnels du droit, mais aux exploitants des entreprises, qui s'appelle BLF. Voilà. Je vais commencer par passer la parole à Stéphanie. Donc, chacun se présentera sa fonction, son entreprise, en quoi ça consiste, etc. Et puis, le but, c'est d'essayer de montrer pourquoi on a réuni des gens avec des horizons différents, avec des profils différents, autour du sujet du droit des transports, du droit maritime, du juridique, de l'assurance,
Pourquoi ces gens-là travaillent ensemble et dans quel but? Je commence par Stéphanie. Stéphanie Auguel. Je te Merci laisse te Patrick. présenter. Donc bonjour à tous, Stéphanie Auguel, je suis, comme l'a dit Patrick, actuellement responsable de formation et développement des compétences chez Qualitaire NC. C'est tout nouveau pour moi, mais avant de faire ça, j'ai eu un parcours dans l'activité du transport international et plus précisément dans la commission de transport. L'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle Qualitaire NC et est organisateur, commissionnaire de transport international. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, je dirais agence de voyage pour marchandises. Voilà. C'est-à-dire qu'on va organiser le transport des marchandises sans forcément les toucher, mais vraiment, on va faire en sorte que tout se passe très très bien pour nos clients, importateurs ou exportateurs. Et dans cette carrière, alors j'ai commencé très simplement. Moi, aujourd'hui, je suis titulaire d'un bac+2. J'ai fait l'ITIP, qui est là-bas, derrière vous, le CNAM, dans mes jeunes années. Et quand je suis sortie, je n'ai même pas eu à chercher du travail, c'est-à-dire qu'aussitôt, j'ai été contactée par l'ITIP. Il y avait une compagnie maritime qui cherchait du monde. Je suis allée dans une compagnie maritime. Et puis, j'ai basculé parce que la compagnie maritime, ça ne répondait pas forcément à mes envies. J'ai basculé dans la commission de transport. Et j'ai travaillé de nombreuses années chez un commissionnaire de transport, pas toujours qualitaire. Et puis, j'ai évolué de poste en poste. Comme quoi, dans nos métiers, avec une petite formation, puisqu'un bac+2, c'est vraiment pas grand-chose quand on regarde si bien, eh bien, on peut évoluer. Je suis devenue en 2014 responsable d'une agence avec une vingtaine de personnes, une équipe d'une vingtaine de personnes pluridisciplinaires, avec des gens que j'ai accompagnés de tous âges, avec grand plaisir, des clients, etc. Alors, pourquoi je suis ici? Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand j'ai commencé ma carrière, et même tout au long, rapidement, j'ai été confrontée à l'avarie, au litige, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand on transporte, on bouge, on manutentionne, il peut arriver qu'on casse, qu'on perde, qu'on abîme. Et forcément, il y a un propriétaire de la marchandise, et quand vous êtes exploitant, agent de transit, vous allez avoir l'appel du client qui va être furieux, il va vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes marchandises sont moisies !» Comment ça, vos marchandises sont moisies? Et là, il faut apprendre à prendre en charge le dossier. Alors, dans les écoles, on est formé à minima pour savoir les réflexes à tenir, c'est-à-dire se dire « l'ampoule s'allume, réserve ». Mais alors, ok, faire des réserves, mais qu'est-ce qu'on marque dans les réserves? Et alors là, dans les entreprises, magie, il y a des personnes comme Sandra qui sont responsables juridiques et qui sont là pour aider les personnes, les assister et leur dire vraiment comment mener le dossier. Et au fur et à mesure des années, on apprend et on est confronté à pléthore de cas différents. Je n'ai jamais vu la même chose tout au long de ces années. Je vais laisser Sandra expliquer un peu quel est son rôle quand les exploitants arrivent et lui disent « Sandra, j'ai un problème ». Bonjour. Donc moi, Sandra Barren, donc chez Bolloré Logistique depuis plus de 30 ans. Donc comme Valérie, je n'ai pas toujours eu ce rôle. Je suis rentrée à l'époque en tant qu'agent de transit pour devenir responsable d'un service dom-tom. Puis la direction m'a orientée vers les assurances. Donc je n'ai pas une formation juridique, j'ai une formation, si juridique, mais je me suis arrêtée au DOG malheureusement. J'ai fait l'UPR à Rouen, qui m'a amené, sans rechercher non plus de travail, chez un commissionnaire de transport. Donc j'étais en charge d'organiser le transport d'un point A à un point B pour divers clients. Et ça m'a mené vers l'assurance, qui est un métier passionnant, qui en fait, effectivement, il y a plein d'aléas en cours d'un transport. Un conteneur qui tombe à l'eau, des marchandises qui disparaissent en cours de transport, des conteneurs troués, accidentés sur les terminaux. Et donc, effectivement, il convient d'apprendre à l'exploitant d'émettre les réserves des connaissances du sinistre et de transmettre au plus vite à un expert, donc Thierry Carfreden pour ma part, en général,
Et puis à un courtier aussi pour l'informer du sinistre. Et après, c'est un travail d'équipe entre ces divers intervenants de la chaîne du transport et du juridique et du suivi d'un litige. Donc j'accompagne au quotidien les exploitants, les commerciaux, la direction sur la gestion de contrats, sur comment acheter ou vendre une assurance, sur diligenter une expertise, remettre un dossier au contentieux, prendre attache auprès d'un avocat pour avoir des conseils juridiques ou parce que malheureusement nous avons reçu une assignation. Donc le quotidien n'est jamais la routine. Chaque dossier, même s'il paraît semblable, est différent. Et c'est en ça que c'est passionnant, en fait. Donc, moi, je suis entourée d'un assureur, d'un courtier, d'un avocat, d'un expert et de toute une équipe au sein de l'agence. Donc, voilà. Merci, Sandra. Avant de passer la parole à Laura, dans un premier temps, je voudrais simplement revenir sur des choses qui ont été dites. J'ai entendu le mot assurance et vous avez dit que c'était un domaine passionnant. Ça représente 15 ans de ma vie professionnelle, donc je le confirme. Et on va voir quel type de métier, quel type de fonction, quel type de formation derrière. La deuxième chose, j'ai compris que les services juridiques assurance des entreprises agissaient en soutien des exploitants. Ça aussi, ça fait partie de quelque chose de très important que j'ai pratiqué pratiquement le premier jour où j'ai travaillé en agence maritime. C'est que tout le monde n'a pas la formation juridique ou les compétences juridiques à la base, mais on les apprend assez vite quand on s'y intéresse par l'expérience et par les événements, par les sinistres et les avaries, etc. Mais qu'il existe des ressources au sein des entreprises, des ressources, des sachants, juristes, responsables des assurances, etc., qui viennent justement en soutien des exploitants pour l'intérêt de l'entreprise et des intérêts qu'ils représentent. Et la troisième chose, avant de passer la parole à Laura, ça sera pour plus tard parce que je viens d'oublier. Laura, vous êtes donc responsable production chez le courtier d'assurance maritime et transport Guillan, qui devient très bientôt Oden France Marine. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc vous-même, votre parcours, votre métier, et puis parler un petit peu des profils des gens qui vous entourent et que vous recrutez? Oui, tout à fait. Donc Laura Pontillon, donc comme l'a dit Patrick, je suis responsable production chez Guillan, qui dans quelques jours va s'appeler Oden France, Oden Marine, parce qu'on sera la branche marine de Oden France. Donc moi, j'ai une formation juridique. J'ai fait le master 2 de l'université du Havre, master de droit de la mer et des activités portuaires. Donc, de l'université du Havre. Du Havre, oui. Du Havre. Tout à fait. Et du coup, à la sortie de l'université, je me suis dirigée vers la gestion de sinistres chez un assureur, du coup, donc plutôt côté assurance. Et finalement, donc, où je suis restée 7 ans à peu près. Après, j'ai fait un peu de droit social, mais je suis revenue dans le marine parce que c'était quand même mon domaine de prédilection depuis le début. Métier donc, de passion. Métier, voilà, tout à fait. Donc, depuis mai dernier. Et donc à la production, donc tout ce qui est gestion des contrats. Et donc là, on voit que la gestion de sinistres aide énormément à la gestion des contrats, puisque en fait, en gérant les contrats, on se pose toujours la question de savoir, en cas de sinistre, est-ce que mon contrat est bien fait? Donc à la production, c'est donc la gestion du contrat, c'est-à-dire l'émission des polices d'assurance, une fois qu'on a placé les risques auprès des assureurs. Donc l'émission des contrats, les renouvellements des contrats lorsque les assurés sont déjà en portefeuille, et puis tout ce qui est lié à la facturation, puisque qui dit contrat d'assurance dit prime d'assurance. Et donc c'est la vérification que toutes les couvertures sont bien adéquates par rapport à l'activité des assurés, qui les garantit correctement par rapport à son activité. Et donc la spécificité, c'est qu'on a deux pans d'activité, c'est-à-dire qu'on fait le côté armateur, donc avec l'assurance du navire en lui-même, donc le corps, enfin la coque et les moteurs. Et une autre partie, c'est les marchandises transportées. Donc ce sont deux activités complètement différentes et la gestion des contrats est complètement différente dans ce cadre-là.
Et pour répondre à la question sur les profils de mon équipe, donc moi j'ai une équipe de 6 personnes qui ont des profils assez différents. J'ai des personnes qui ont fait plusieurs postes dans l'entreprise et qui arrivent à la production. Et puis j'ai une majorité d'anciens étudiants, donc de la faculté du Havre et un troisième de la faculté de Brest, donc essentiellement des juristes maritimes qui ont cette appétence pour le maritime, mais aussi donc pour le contrat et pour l'aspect juridique des contrats d'assurance. Merci. Alors, simplement, petite précision pour les profanes. On vous parle de gestion d'assurance, de contrat d'assurance, et on vous parle de production. Alors, ce n'est pas production au sens industriel du terme, c'est la production au sens la production des contrats et la vie des contrats. Voilà. Merci. Alors, évidemment, on parle d'assurance, donc nous avons à notre table ronde un assureur. Benjamin Rialan, qui représente le groupe Helvetia, et qui va nous expliquer quelle est sa fonction. Et pareil, quel type de profil autour de lui dans son équipe et chez ses collègues. Bonjour, donc Benjamin Rialan, moi je suis responsable du pôle recours chez Helvetia. Je dépends de la direction juridique d'Helvetia, donc j'ai un profil de juriste en droit maritime et transport. Je suis nantais d'origine, j'ai fait mes études à Nantes il y a quelques années maintenant. C'est bien aussi. Pour rejoindre notre belle ville du Havre. Et donc pour vous présenter brièvement Helvetia, donc nous sommes le deuxième assureur du marché français sur la branche maritime et transport. Le siège est pas très loin d'ici, au Havre, ce qui a un sens pour un assureur maritime. Helvetia représente 400 collaborateurs dans toute la France. Il y a une proximité régionale puisque nous avons à peu près 10 délégations dans toute la France. Notre compagnie en fait est fournisseur donc de produits d'assurance proposés à nos assurés, que ce soit armateurs, les prestataires de transport, commissionnaires de transport, les armateurs à la pêche, les plaisanciers également, tout le monde du transport en général, les bateliers aussi en transport fluvial, le transport ferroviaire, toute une panoplie en fait dans le monde du transport. Donc des solutions d'assurance tant risque pour couvrir les dommages, je vous prends un armateur pour ses dommages à la coque, au moteur, ou alors en ce qu'on appelle l'ARC, la responsabilité civile, lorsque l'armateur va causer des dommages à autrui. Donc voilà, dans une compagnie d'assurance, pour rentrer plus en détail, vous avez 2 principaux métiers. Je n'oublie pas le back-office, mais vous avez d'une part les souscripteurs, donc qui sont des personnes qui vont proposer des produits d'assurance, qui ont plus des profils de commerciaux ou d'écoles d'ingénieurs. Et vous avez les chargés d'indemnisation ou gestionnaires sinistres. Ça dépend de l'appellation, mais c'est la même chose. Moi, j'ai fait l'inverse de Laura. Je viens du courtage. J'étais chez un courtier pendant 10 ans à Nantes, en maritime, pour occuper ce poste au Havre en qualité de responsable de pôle recours. Mais j'ai une équipe de chargés d'indemnisation. Chargés d'indemnisation, c'est un métier passionnant. Enfin, moi, je suis passionné par l'environnement marin en général, mais c'est passionnant. Pourquoi ? Le gestionnaire sinistre, le chargé d'indemnisation, a notamment 3 missions principales. La première, donc, nous, assureurs, on vend un risque. Donc, le risque, c'est le sinistre. C'est sûr que nos assurés ne préfèrent pas en avoir, mais on est là pour couvrir ce risque. Lorsque ce risque se réalise, on reçoit du courtier, généralement, de nos partenaires courtiers, une déclaration de sinistre. Le gestionnaire, lui, va missionner un expert. Les experts qui vous parleront plus en détail de leur métier, mais qui sont là pour notamment évaluer les dommages et déterminer la cause de ces dommages. Ensuite, le gestionnaire sinistre, lui, va analyser par rapport au rapport d'expertise si le sinistre est bien couvert par le contrat d'assurance, qu'on appelle la police d'assurance. Et enfin, un troisième rôle principal, il va exercer un recours. Un recours s'il y a un tiers responsable. Je vais vous donner un exemple assez pratique que j'ai pu connaître il y a 1 an ou 2. On a un assuré qui est transporteur de passagers. Un navire à passagers
qui se trouve amarré dans un port italien. Vous avez un cargo qui arrive pleine balle dans le port, maîtrise pas, le capitaine ne maîtrise pas le navire, il y a un temps de tempête, et il aborde, c'est-à-dire il y a une collision avec le navire de notre assuré. Quid, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la loi applicable? Le cargo, le navire de commerce arrive, il est immatriculé au Panama, vous avez son propriétaire qui est allemand, ça se passe en Italie, et moi, mon assuré, il est français. Quelle est la loi applicable? C'est passionnant. Est-ce qu'il y a une convention qui régit les abordages en mer? Donc, vous voyez, il y a vraiment, au niveau juridique, une diversité qui est vraiment passionnante. Là-dessus, le chargé d'indemnisation, lui, il va couvrir, suivant les termes du contrat d'assurance, les dommages aux navires à passagers, et ensuite exercer le recours. Et moi, c'est ce que je fais avec mon équipe tous les jours, exercer le recours s'il y a contre l'armateur, ou plutôt son assureur, du navire de commerce. Donc voilà, il y a 3 choses que je retiens dans ce métier. C'est la diversité juridique, le dynamisme, parce qu'il faut être assez réactif, c'est-à-dire que le navire à passagers, si vous voulez, quand ça arrive, il y a une exploitation. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester dans un port italien pendant 3 mois. Donc il faut aller vite. L'idée d'un assureur, c'est remettre l'assuré dans la position dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas eu de sinistre. Donc voilà. Et ensuite, le nombre, la variété d'interlocuteurs que vous avez. C'est-à-dire que là, je vous dis, je fais un recours contre le navire de commerce ou son assureur. On essaie de négocier, mais si on ne négocie pas, on fait appel à nos partenaires avocats. On a besoin d'experts indispensables, parce que moi, je ne suis pas un technicien non plus des coques de navire. Donc voilà, tout un tas de professionnels avec le courtier aussi, nos partenaires courtiers. Donc voilà, j'espère avoir au mieux présenté mon métier. Je vous remercie de votre attention. Merci Benjamin. Alors ça m'a en plus, très égoïstement, permis de me souvenir de ce que je voulais vous dire il y a 7 minutes, la fameuse 3e chose. Donc là, merci. Ce qui a été dit en termes très professionnels, très précis par Benjamin, moi je vais le dire en termes beaucoup plus vulgarisateurs, c'est que souvent quand il y a un fait divers, par exemple, en France, on entend la presse qui dit on veut savoir qui est responsable, on veut des responsables, on veut que des têtes tombent, etc. Ça existe pas que dans les faits divers, ça existe aussi en politique de temps en temps, parfois. Qui est responsable? Bon. Il faut savoir que dans le monde de l'assurance et de l'assurance transport en particulier, c'est pas un fait de société, c'est que ça fait partie de nos responsabilités, ça fait partie de nos métiers. C'est-à-dire quand il y a un événement, quand il y a une avarie, il faut analyser ce qui s'est passé pour remonter à qui est responsable ou co-responsable, parce que quelque part, in fine, généralement via les mécanismes de l'assurance, il y a des règlements financiers. Alors il y a des sinistres qui sont des sinistres. Nos amis experts vont nous en parler en direct, ils vont nous citer des exemples qui sont des sinistres qui ne portent pas beaucoup à conséquence sur le plan financier. Hein. Vous avez un conteneur, et puis il y a un sac qui arrive manquant, etc. Bon, c'est un sinistre, c'est une avarie, mais ça n'a pas une énorme incidence financière. Ça dépend ce qu'il y a dans le sac. Bon. Mais on sait que dans le monde du transport, et du transport maritime en particulier, il y a beaucoup de sinistres qui sont des sinistres majeurs. D'accord ? Et un sinistre majeur, on n'a pas besoin que le navire coule, heureusement, pour que le sinistre soit majeur. Et d'ailleurs, la plupart du temps, la valeur vous avez vu à la station du pilotage le film issu du simulateur avec un porte-conteneur de 400 mètres de long, les plus grandes générations actuelles, avec 24 000 minimum conteneurs à bord. Il y a quasiment plus de valeur dans la marchandise transportée que dans le navire. D'accord ? Et on parle en centaines de millions d'euros ou de dollars. Bon. Donc il est évident qu'il faut remonter la chaîne de causalité pour qu'in fine, il y ait un responsable ou son représentant qui indemnise les parties qui ont été lésées par le dommage.
Et donc, comme l'a dit Benjamin, comme l'a dit Sandra, comme l'a dit Laura, on fait appel à des professionnels. Et on va s'apercevoir que très vite, les premiers professionnels qui interviennent sont des gens qui font partie du monde du droit du transport et qui sont des gens de terrain et qui sont les experts. Donc je vais tout d'abord passer la parole à Benoît Grolot, qui va se présenter et vous allez voir, c'est une démonstration qu'on peut commencer sa carrière professionnelle dans le maritime à un endroit et la poursuivre à un autre endroit. Benoît. Bonjour à tous, merci Patrick de me donner la parole aujourd'hui. Donc effectivement, je vais revenir un peu sur mon parcours pour peut-être donner des idées ou des perspectives aux gens qui seraient intéressés par ce métier. Donc j'ai d'abord une formation d'ingénieur mécanique. Mais un jour, j'ai eu l'appel de la mer. Donc voilà, c'est quelque chose de très fort qui est présent en moi. Donc je suis parti naviguer après avoir fait l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, donc qui forme les officiers de marine marchande. Et donc à l'issue de cette formation, je suis parti naviguer au long cours. Donc la navigation maritime, c'est sur des bateaux qui peuvent être très très variés. Donc j'ai commencé dans l'offshore pétrolier sur une entreprise qui s'appelle Bourbon Offshore. Donc en Afrique de l'Ouest, travailler sur des bateaux très spécifiques qui ont beaucoup de technologies à bord, des sous-marins, de la métrologie, des bateaux très très intéressants techniquement, qui sont moins au niveau de navigation, mais plus au niveau positionnement, travaux sous-marins. Donc ça, c'était la première phase de navigation dans l'offshore pétrolier, très très intéressant. Puis par la suite, j'ai eu l'occasion de naviguer sur différents types de navires. Donc, que ce soit des porte-conteneurs, des porte-conteneurs qui peuvent atteindre des tailles parfois très impressionnantes. Donc là, on est plus sur du voyage au long cours. On va naviguer dans les eaux internationales, transporter des marchandises à travers le monde sur des porte-conteneurs qui peuvent atteindre 400 mètres aujourd'hui. J'ai également navigué sur des navires rouliers. Donc, navires rouliers, c'est des navires qui transportent des marchandises qui sont chargées et déchargées par roulage. Donc ça, c'est un autre type de navigation qui peut exister. Donc des navires qui peuvent être aussi très grands avec des très grandes cales. Donc voilà, qui sont aussi une navigation très très intéressante. Et j'ai aussi, à la suite de ces navigations un peu au long cours, je me suis rapproché des côtes de Normandie, navigué sur des ferries, donc dans la liaison New Haven, comment ça s'appelle, Dieppe, voilà, Dieppe-New Haven, sur le transport de passagers. Transport de passagers, donc là, autre chose. Ce pas des marchandises, ce sont des personnes. Donc un type de navigation un petit peu différent, voilà, avec plus du côtier, plus de trafic à gérer, l'anticollision dans l'étroit du Pas-de-Calais, toutes ces zones très fréquentées par le transport maritime. Donc voilà, offre aussi une expérience très très intéressante au niveau navigation. Et donc ensuite, après cette expérience extrêmement variée et enrichissante, donc sur différents types de navires, j'ai décidé de poser mon sac à terre, comme on dit parfois dans le maritime, c'est-à-dire de poursuivre une carrière un peu différente, mais à terre. Donc, pour la petite histoire, mon grand-père était expert maritime, et cette idée d'expertise, vu la passion qui l'avait animée jusqu'à très tardivement, même au-delà de l'âge de la retraite, largement au-delà, j'ai souhaité m'orienter vers l'expertise maritime. Pour ce faire, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un cabinet en tant que salarié, un cabinet d'expertise maritime basé au Havre. Et par la suite, j'ai souhaité compléter ma formation par un DU d'expertise maritime et transport maritime. Donc c'est le DU EMTM qui est actuellement dispensé par l'Université du Havre en partenariat avec l'ENSM et donc qui offre la possibilité à des gens qui travaillent. Parce que j'ai oublié de dire que parallèlement, j'ai lancé mon entreprise, un cabinet d'expertise. Et donc, ce métier d'expert, aujourd'hui, n'est pas réglementé, dans le sens où, comme mes confrères avocats, on n'a pas d'ordre des avocats, d'ordre des experts. Les avocats ont un ordre, mais nous, les experts, nous n'avons pas d'ordre qui réglemente la profession. Donc aujourd'hui, entre guillemets, le métier est ouvert, donc c'est formidable, n'importe qui peut exercer en tant qu'expert. Mais dans le mot expert, il y a le mot expérience. Donc, pour faire ce métier, il faut vraiment avoir l'expérience du terrain qui, pour moi, est essentielle. Et notamment pour être un expert maritime, le fait d'avoir navigué m'apporte aujourd'hui énormément de connaissances et d'assurance dans la gestion des dossiers. Donc voilà pour mon parcours. Maintenant, pour faire un peu le lien avec ce qui a été dit précédemment, donc, que fait un expert maritime ? Eh bien, un expert maritime, on l'appelle quand il y a une mission.
La mission, elle peut être donnée par une compagnie maritime, que ce soit MSC, CMA, CGM. Toutes ces grosses compagnies maritimes, ils ont des services juridiques. Donc en cas d'avarie sur un navire, ils peuvent faire appel directement à un expert. On a aussi d'autres missions qui nous viennent des courtiers. Donc Guillaume, à ma droite, envoie des experts sur le terrain pour des missions d'expertise. Ou aussi des assureurs directement, comme Helvetia, ou éventuellement aussi des logisticiens comme Bolloré, qui peuvent missionner un expert lors de la survenance d'un sinistre. Le rôle de l'expert, une fois qu'il a eu cette mission sur ce sinistre, il va se rendre sur le terrain, et c'est là où la partie terrain est extrêmement importante, parce que l'expert, avec son expérience, va pouvoir analyser la situation. Donc c'est pas Superman, on n'est pas là pour résoudre le problème technique dans son ensemble, mais on est là pour être les yeux et les oreilles de l'assureur et d'apporter un éclairage technique et des conclusions sur ce qui s'est passé. Donc à l'issue de cette expertise, qui peut être sur un bateau, ça peut être... alors, juste une précision, pour ceux qui voudraient faire ce métier, il faut être assez souple dans les horaires. Vous pouvez travailler en gros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, ça peut être en pleine nuit, je suis appelé, je vais à Port-Jérôme sur un pétrolier, problème de pollution. Je suis appelé sur le terminal du Havre, un portique de manutention portuaire est venu endommager les superstructures d'un navire, je peux être envoyé aussi en urgence. Et donc, une fois que je suis sur le terrain, je vais collecter l'ensemble des informations techniques et de contexte du sinistre pour par la suite faire une analyse technique de ce qui s'est passé. S'il y a une collision entre deux navires, par exemple, eh bien, sur les navires, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des boîtes noires qui s'appellent des VDR, Voyage Data Recorder. Eh bien, on va analyser ces données techniques. Et le but ultime étant de pouvoir remettre un rapport d'expertise. C'est le délivrable qui est transmis à notre mandant. Et ce rapport d'expertise contiendra une partie qui explique les causes et origines de l'avarie, mais aussi une partie chiffrage. Parce que bien sûr, nos amis assureurs vont devoir avoir très rapidement l'évaluation du dommage, savoir si c'est un dossier, comme le disait Patrick, avec juste un sac de 10 centimes qui est endommagé, ou si c'est une perforation sur un pétrolier de 300 mètres. Donc ce n'est pas du tout la même échelle. Très rapidement, l'expert doit donner un premier rapport pour que tout de suite son client sache vers quoi on se dirige. Et une fois qu'il remet ce rapport, il doit également aussi faire le suivi du dossier qui permet d'aller au bout du processus d'expertise qui peut parfois basculer sur le plan juridique s'il y a une procédure, où là, l'expert maritime peut aussi être en appui technique pour un avocat qui sera missionné par l'assureur ou autre dans le cadre d'un recours. Donc j'ai été assez rapide, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais voilà, c'est un métier passionnant, extrêmement riche, qui peut être très chronophage, mais voilà, si vous faites ce métier, vous aurez beaucoup de situations variées à traiter. Donc c'est aujourd'hui un métier passionnant que je conseille pour ceux qui voudraient, à l'issue d'une carrière maritime, revenir travailler à terre dans la continuité de leur formation initiale. Voilà. Merci Benoît. Moi, je note deux choses. La première, c'est un métier proche du juridique, mais très technique, et qui est un métier très terrain, à bord, sur un terminal, etc. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que, et là aussi que j'ai vécu dans un temps plus long, c'est que c'est une profession, enfin, c'est un métier qui s'est extrêmement professionnalisé et qui aujourd'hui trouve un cadre via, en l'occurrence au Havre, l'université, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Et donc c'est une tendance nouvelle qui est très intéressante. Maintenant, nous allons passer la parole à un de vos confrères, Thierry Cafriden. Excellent confrère, Thierry. Excellent confrère. Le vieux. Qui, en effet, a commencé à une époque où la fonction n'était pas forcément très professionnalisée, mais il a réussi à tenir bon avec le temps. Et il vient non pas d'un profil navigant, même s'il n'est pas loin de ce monde-là, c'est un autre profil. Et aujourd'hui, c'est, j'imagine, d'autres types de missions que celles qui sont confiées à M. Groslot. Thierry, tu as la parole. Oui, alors moi je suis un jeune expert finalement par rapport à lui,
puisque je suis devenu expert un peu sur le tard, dans la mesure où depuis le siècle dernier, je faisais de la gestion de sinistres en transport. J'ai eu la chance d'être dans un grand groupe, qui m'a permis de faire de la gestion de sinistres dans tous les métiers. De la réparation de conteneurs à la commission de transport, en passant par la manutention portuaire, de conteneurs, de ferries, le transit, tous les métiers. Donc ça m'a permis d'avoir une expérience dans tous les métiers. Parce que ce qu'a dit Benoît a dit deux choses, enfin il a dit plein de choses, mais deux choses très vraies, particulièrement, c'est qu'effectivement, l'expérience, c'est ce qui prime pour un expert. Et n'importe qui peut devenir expert actuellement, je suis la preuve vivante. Alors en fait, j'ai acquis, moi, dans toute mon expérience de gestion de sinistre, de l'expérience. J'ai vu des rapports d'expertise, j'ai vu des cas, et surtout j'ai appris également le droit des transports. L'expert ne doit pas faire de droit. L'expert, c'est un appareil de photo sur pattes qui explique à son mandant ce qui s'est passé, lui montre des photos, lui les explique, essaie de comprendre, c'est pas toujours facile, ce qui s'est passé, mais ne doit jamais dire qui est responsable. Doit mettre dans son rapport suffisamment d'éléments pour que le gestionnaire, lui, puisse déterminer qui est responsable. Nous n'avons pas à faire de droit. Alors évidemment, si on dit c'est le coupable, c'est le camion rouge avec marqué des trucs en blanc, on va comprendre que ça peut être l'ancien Norbert d'Autresang, mais on n'a pas le droit de dire que c'est lui, par exemple. On ne doit donner que des indices. L'expérience, c'est très important. Alors moi, j'ai pas du tout la même arrivée dans l'expertise que Benoît, puisque moi j'ai fait de la gestion de sinistres. J'ai fait ensuite du commissariat d'avarie, c'est-à-dire organisation d'expertise, tout en faisant de la gestion de sinistres parallèlement. Et j'ai pris ma retraite. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même continuer à faire un petit peu de travail. On continue à avoir quelques contacts et puis on ne s'avachit pas tout de suite. Et j'ai créé ma petite boîte pour faire des expertises. Mais moi, je ne fais pas d'expertise de machines, de bateaux, de navires. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas du tout cette formation-là. En revanche, là où je suis quand même pas mal spécialisé, c'est quand il y a besoin de bien comprendre les rouages de la chaîne du transport, puisque ça, j'ai vécu là-dedans toute ma vie. Et c'est ce qui permet effectivement de bien déterminer ce qui a pu se passer et permettre au mandant de trouver qui peut-être est responsable, sachant qu'en transport, il y a toujours plusieurs responsables et c'est souvent une chaîne de responsabilité. Un ou deux exemples d'expertise, de missions récentes pour bien imager les choses. Non, une fois, non, c'est plus marrant qu'autre chose. Une fois, j'interviens sur un conteneur, il y avait dedans un flexi-tank. Le flexi-tank, c'est une espèce de grande poche qui épouse exactement le volume du conteneur. Flexi-tank dans lequel il y avait un produit liquide, je ne sais plus ce que c'était. Et on arrive, et au moment où les portes s'ouvrent, et il y a un expert qui à l'époque a pris la photo, le truc explose. On était heureusement, on se méfie toujours un peu. On était un petit peu loin et le truc a explosé et s'est vidé. C'est assez extraordinaire. Mais bon, des choses extraordinaires. Vous savez, de temps en temps, on va compter des cartons mouillés, mais on peut aussi avoir des conteneurs très endommagés avec dedans des machines. Les machines, il faut savoir si c'est pas la machine qui est responsable du sinistre. Est-ce qu'elle a été bien calée ? Est-ce qu'elle n'a pas bougé dans le conteneur ? Ça peut être ça aussi la cause. Ce n'est pas forcément le transporteur routier ou le manutentionnaire qui est responsable. Et puis après, on est quelquefois aussi bloqué dans des machines, des marchandises qu'on n'arrive pas à décharger. Ou dont on ne peut pas transporter le conteneur en l'état ailleurs que sur le terminal, alors qu'il faudrait des moyens un peu différents. Et ça fait partie aussi des réflexions. Essayer de trouver des solutions, des transporteurs adaptés, des manutentionnaires adaptés, etc., pour arriver à sortir l'épine du pied, quoi. Parce que quand la marchandise est complètement bloquée, quelquefois elle n'est pas très endommagée, mais peut-être qu'on va être obligé de faire du destructif pour pouvoir la sortir de ce conteneur qui peut être effectivement, lui, très déformé. Merci. Il est 17h30.
38. L'heure est grave. Pour s'en sortir, nous faisons appel à 2 avocats. Parce que quand l'heure est grave et qu'on est coincé et qu'il nous faut du conseil et qu'on ne sait plus comment faire, on fait appel à des avocats passionnés, passionnants, enthousiastes et spécialisés dans leur domaine. Maître Huchet, Pascal Huchet, vous avez la parole. Merci Patrick. Alors ça va être très long, bien évidemment. Alors, mesdames et messieurs, bonjour d'abord. Et sur la porte d'entrée ou de présentation de la profession d'avocat par Patrick, je ne résiste pas au fait de rebondir également sur la fin de l'intervention de Madame Sandra Barrette, qui vous présentait les différents aspects de ses fonctions et qui terminait par un « malheureusement, nous avons reçu une assignation ». Alors, ce qui est toujours mieux que malheureusement, nous avons eu un décès, mais l'assignation étant effectivement reçue par un des opérateurs dans le transport, pouvant être le début de l'intervention de l'avocat. Et seconde porte d'entrée, en réagissant cette fois à ce que vous a expliqué Thierry Kerfrieden en qualité d'expert, qui faisait état de l'objectivité constituant l'une des qualités de l'expert dans la rédaction de son rapport sur le plan technique. L'objectivité, pour être tout à fait franc, n'est pas ou ne doit pas être, à mon avis d'ailleurs, la qualité première de l'avocat. Objectivité, certes, dans l'analyse d'un dossier, l'analyse d'un sinistre à l'égard de son client, mais pour le reste, dans le traitement du dossier, qu'on soit en demande ou en défense, la subjectivité et une certaine mauvaise foi de bonne aloi sont, à mon avis, tout à fait essentielles pour bien défendre les intérêts de son client. Alors, c'est une plaisanterie, certes, mais toute relative, dans la mesure où l'avocat est celui qui défend. Il défend les intérêts de son client et partant, pour bien les défendre, il ne peut pas être tout à fait objectif, il doit être subjectif et penser essentiellement au succès de son dossier, qui consiste, rappelons-le tout de même, à faire en sorte que s'il est en défense, la partie adverse soit déboutée, ou s'il est en demande, que son client triomphe, serait-ce justement ou injustement, mais en tout cas d'une manière tout à fait régulière. Alors, rapidement, avant de revenir un peu plus avant sur les aspects de la profession d'avocat et tout l'intérêt que cette profession présente pour Le Havre, car encore une fois, nous sommes quelques avocats spécialisés ou ayant une activité dominante en transport et en maritime, les avocats maritimistes au Havre. Le Havre étant un grand port, nous avons besoin précisément d'avocats qui interviennent dans ce champ de compétences, d'autant que vous avez la chance, et je parle pour les jeunes générations, de bénéficier maintenant d'enseignements spécifiques et qui sont dévolus aux maritimes au Havre, que ce soit la maîtrise ou le master de droit maritime, ou encore les formations qui sont données à l'université pour les experts maritimes. Donc, vous avez tout à fait, enfin, les jeunes générations ont tout à fait la faculté de se développer et de s'orienter dans le droit vers la profession d'avocat à partir du Havre, ce qui, soit dit en passant, est tout à fait essentiel et peut-être une juste revanche, parce que sans m'apesantir sur mon cursus, après mon baccalauréat, j'ai quant à moi fait une première année de droit à Rouen. À l'époque, malheureusement, l'université du Havre n'existait pas. J'ai suivi à Paris sur des d'études politiques et j'ai repris des études de droit, toujours à Paris, avant d'exercer très brièvement à Paris comme avocat stagiaire et de revenir au Havre parce que mon attachement, je suis un Havrais de souche au Havre, est fondamental. Et je suis tombé, quant à moi, dans le bon sens du terme, dans le droit des transports et le droit maritime, non pas après avoir suivi une formation spécifique sur le sujet, mais parce que j'ai eu la chance de travailler avec deux anciens avocats, dont j'ai été pour le premier le collaborateur et pour le second l'associé, qui, quant à eux, étaient au rang, effectivement, des avocats transport et des avocats maritimistes au Havre. Il est permis d'espérer que cela se développe. Je représente aujourd'hui non pas ma modeste personne, mais l'ordre des avocats au barreau du Havre, c'est-à-dire la communauté des avocats havrais. Et dans cette communauté, nous avons 3 ou 4 cabinets qui interviennent véritablement dans le champ du transport, alors pourtant que rapprocher de l'activité havraise, c'est un domaine tout à fait essentiel. Ça, c'est mon cursus. Alors, le travail de l'avocat. L'avocat, naturellement, il intervient en fait à
tous les rouages de la chaîne du transport et pas uniquement sur le contentieux, même si bien évidemment il intervient pour traiter des dossiers sur des assignations qui ouvrent des procédures. L'avocat, il intervient également, non pas d'une manière isolée, mais avec tous les intervenants qui ont pris la parole, puisque l'avocat, dans l'exercice de son travail, a naturellement besoin de l'assistance et du concours technique de l'expert, de l'analyse du courtier d'assurance ou de l'assureur dans son traitement ou dans sa première lecture du dossier, et également de l'expérience du terrain qui lui vient en particulier des opérateurs ou du directeur juridique ou du responsable juridique de l'entreprise qui le mandate. Alors, tout l'intérêt de la profession d'avocat dans le secteur contentieux, au-delà du conseil proprement dit, c'est de faire un travail qui est très proactif et qui est, à mon avis, très... non pas un travail agressif, mais un travail qui est ouvert et qui est guidé par un but. L'avocat, quand il est en demande, encore une fois, ou en défense, se doit de faire tout son possible pour gagner un dossier. Et pour gagner un dossier, il ne suffit pas simplement, bien sûr, d'avoir une culture juridique de base ou même un peu supérieure à la culture juridique de base. Il faut surtout, et mon confrère Franck Dolphus interviendra en particulier sur le sujet, il faut être imaginatif. Vous avez, sans être trop technique, un corpus de règles, vous avez ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui sont rendues dans tel ou tel domaine, mais ces règles ne sont jamais figées, et en particulier leur interprétation. Nous avons la chance au Havre d'avoir un tribunal de commerce de terre, mais également de mer. Les tribunaux de commerce qui sont de terre et de mer sont en nombre tout à fait limité dans le fort français. Vous avez naturellement Marseille, vous avez peut-être Dunkerque, mais pour le reste, il n'y a pas d'autres tribunaux de commerce qui ont cette spécialité. Nous avons donc la chance d'avoir une chambre transport qui notamment intervient dans le domaine maritime, et nous avons une jurisprudence, je tiens à le souligner, qui est havraise, de même qu'il y a une jurisprudence marseillaise. Jurisprudences qui sont bien sûr soumises aux cours d'appel respectifs et qui parfois peuvent être contradictoires, mais qui ont le mérite de faire avancer le droit maritime français, et j'insiste bien le droit maritime français, qui est tout de même un peu différent du droit maritime anglo-saxon, et c'est un droit qu'il faut défendre. Tout ça pour vous dire que l'imagination est tout à fait nécessaire pour faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes dans le traitement des dossiers. Et de ce point de vue, l'exercice de la profession d'avocat est naturellement tout à fait passionnant. Mon confrère Dolphus vous parlera également certainement du jeu qui est celui de la demande et de la défense. C'est tout à fait, et encore une fois, passionnant. Il n'y a rien de figé. On peut faire évoluer les choses avec, naturellement, encore une fois, un objectif qui est de gagner, puisque c'est pour ça que je vous parlais du caractère proactif du métier d'avocat. Ce n'est pas un métier dans lequel on doit être passif. C'est un métier dans lequel on doit, alors j'emploie des métaphores militaires, mais des métaphores peut-être un peu brutales, dans lequel on doit vaincre. Et quelle satisfaction de pouvoir vaincre, c'est-à-dire de gagner un dossier, surtout quand un dossier est mauvais. Parce que là, c'est la plus parfaite des satisfactions. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais être très long. Non, je laisse. Alors, inoubliable plaidoirie sur le thème de la subjectivité. La parole est à la défense. Franck Dolphus. Merci Patrick. À passer après Pascal, c'est toujours quelque chose d'excessivement compliqué, y compris quand on plaide l'un en face de l'autre. Ce sont toujours des moments absolument mémorables, et mes plus beaux mémoires de plaidoirie, ça a été avec Pascal Huchet dans le dossier. Donc, il vous a tout expliqué sur la profession d'avocat. Je vais pas dire beaucoup de choses en plus. Je vais peut-être plus parler un petit peu de mon parcours, parce que si Pascal Huchet est devenu avocat par la grande porte, moi, je suis devenu avocat par la petite porte, parce qu'avant d'être avocat, j'ai fait plein de choses avant.
Et quelqu'un m'avait dit quand j'avais 17 ans, t'es bon à rien, fais du droit, ça mène à tout. Donc je vais vous dire un petit peu quel a été mon parcours. Et mon parcours fait que, je ne sais pas si je peux en parler, mais maintenant je suis en train de j'ai cotisé dans différentes caisses de retraite différentes, spécifiques, générales, etc. C'est très compliqué pour la fin. Donc en fait, moi j'ai commencé à naviguer sur des pétroliers, j'avais 15 ans. J'étais sous un statut de pilotin, vieux statut de la marine marchande, dans l'idée de faire l'école de la marine marchande et naviguer plus tard. Mais j'étais complètement nullissime en mathématiques, ce qui fait que j'ai tout de suite pris un chemin des bons à rien, c'est-à-dire j'ai fait du droit. Et en faisant du droit, je me suis naturellement spécialisé en DESS, enfin ce qui est appelé, c'est le Master 2 maintenant, en droit maritime et transport. Et après, à cette époque-là, on faisait le service militaire. Et donc, j'ai eu la chance, j'ai bien dit, j'ai eu la chance de faire 2 ans de service militaire à la préfecture maritime de Brest, qui m'a permis de voir tout ce qui était côté action de l'État en mer, lutte contre les pollutions, sauvetage de la vie humaine en mer, etc., etc. Et puis, j'ai fait un petit peu des métiers des différents intervenants avant. J'ai commencé comme courtier d'assurance maritime et transport. Ensuite, je suis devenu responsable des sinistres marchandises transportées chez un gros assureur à Paris. J'ai rejoint la direction juridique de Groupama Transport lorsque Patrick était également chez Groupama Transport. Et ça fait 20 ans que j'enseigne à la faculté du Havre l'assurance maritime. Et j'ai le plaisir de voir que j'ai des étudiants à moi dans la salle, ce qui me fait énormément plaisir. Et fort de toute cette expérience, on a beaucoup parlé d'expérience, et je pense que c'est ça qui est très très important. Fort de toute cette expérience, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, j'ai envie de m'amuser dans d'autres choses, et j'ai pris le risque de devenir avocat, et je suis avocat depuis 2006 simplement, donc je ne suis pas un vieil avocat. Pardon. Et donc, l'avantage de devenir avocat après tout ce parcours-là, c'est que ça permet d'avoir une connaissance très précise de ce qui se passe sur le terrain, de ce que sont les besoins des clients, de ce qu'il faut apporter comme réponse sur des questions de sinistre. On a parlé de sinistre, c'est notre fonds de commerce, le sinistre. Si tout allait bien, on ne serait pas là. Et c'est de pouvoir apporter les réponses les plus adéquates possibles à un dossier, que ce soit en conseil ou que ce soit en contentieux. Et on parlait de stratégie dans les dossiers. Et effectivement, ce qui est très amusant dans un dossier juridique, c'est la stratégie que vous allez employer pour arriver à vos fins. Tous les coups ne sont pas permis, mais beaucoup de coups sont permis. Et on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Et en fait, moi, je prends les dossiers les uns après les autres comme une partie d'échecs. Vous avez des joueurs, parfois vous avez des multijoueurs, et vous devez trouver la meilleure argumentation, le meilleur moyen de faire passer vos arguments et de faire gagner le dossier à vos clients. Ça peut être plein d'arguments, et vous savez qu'on est dans un environnement international. Et environnement international, le droit maritime, le droit des transports, c'est un droit international. On a le droit français qui est très important pour nous, mais de plus en plus, nous devons appliquer le droit international et on peut jouer sur énormément de domaines, les domaines de compétences, les domaines de recevabilité, les domaines de fond, les domaines de qualité à agir, d'intérêt à agir, etc. Donc on a énormément de petites cartes à jouer qui permettent de faire avancer les dossiers, de les gagner, de les perdre parfois, mais c'est toujours très très intéressant. Et je vais finir parce que je pense qu'on a dépassé un petit peu l'heure. Fort de toute cette expérience-là, maintenant, je me suis dit que j'ai l'âge maintenant d'être assez crédible pour essayer de faire partager mon expérience. Et j'offre maintenant, dans le cadre de mon GIE d'avocat, une offre de formation. Alors, je n'ai pas créé BLF Formation. BLF Formation, c'est un organisme de formation professionnelle qui a été créé par Antoine Lucchio, agent d'assurance maritime, avec qui j'ai créé un partenariat pour ce salon. Je suis formateur au sein de BLF, dans différents domaines de droit maritime, de droit des transports, et je pense que la diversité des métiers,
la diversité des relations, des interlocuteurs que l'on peut avoir dans ce marché qui est très très large. On est, nous là, très assurance, mais les opérationnels, les transitaires, les commissionnaires, les chargeurs, les destinataires, etc. Tous ces gens-là se connaissent, tous ces gens-là ont des intérêts croisés, et tous ces gens-là ont un besoin de formation juridique, puisque c'est quand même important de savoir la moindre prise de réserve. On en parlait tout début, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on fait. On se fait voler une marchandise, quels sont les réflexes à avoir. Le pauvre chauffeur qui est sur un parking, qui se fait braquer et qui se fait voler son camion, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire? Et toutes ces problématiques juridiques, parce qu'il y a des conséquences juridiques, ce sont aussi des problématiques de formation. Et le Havre, grâce à ces journées, ces LHD Port Days, offre ici à tous les visiteurs la possibilité de rencontrer tous ces acteurs-là. Et tous ces acteurs-là ont des besoins de formation professionnelle. Et c'est pour ça que je pense que le Havre peut devenir un très très grand centre d'expertise internationale, vu tous les acteurs qu'il y a, et créer un centre de formation local, havrais, de manière à ce que tous les intervenants puissent avoir la même connaissance, le même niveau d'expertise. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en local ici, et c'est quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Moi, j'ai beaucoup tendance à travailler avec les ports du Nord, etc. Et je peux vous dire qu'on a la possibilité d'avoir une sacrée avance pour avancer sur toutes ces questions de formation.